Merci beaucoup pour ces 3 présentations qui nous ont, à mon avis, intéressés. Alors, pardon? Donc, alors peut-être intéressé à des titres divers, hein, parce que c'est pas, on ne va pas manger toutes les statistiques évidemment, que vous fabriquez, mais en tout cas, moi ce que je retiens, c'est votre disponibilité, parce que à plusieurs reprises, chacun des intervenants a dit vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas, si jamais vous voyez quelque chose avec écrit erreur, numéro 404 ou quoi, vraiment, et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à contacter, et ce qui permettra aussi de demander et peut-être d'obtenir d'autres numérisations, vous nous avez déjà parlé aussi, hein, en disant si jamais cette publication vous intéresse, à ce moment-là, voilà. Je crois que c'est quand même une grande chance hein, de pouvoir assister à ce type de présentation parce que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, alors ça va être en ligne hein, de toute façon. Heureusement, merci Babacar, hein, ça va être enregistré, c'est enregistré. Merci à vous. Et puis voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions peut-être très rapides parce que le temps passe. Hein. Normalement, on est arrivé au terme de nos premières journées. Juste une question. Au niveau des archives de la SDL, en 1930, il y a eu la conférence internationale sur le travail qui a été précédée par une série d'enquêtes sur la question de l'esclavage dans les territoires. J'ai essayé de me connecter pour voir la possibilité de retrouver les rapports qui ont été faits pays par pays sur la question de l'esclavage. C'est cette série d'enquêtes qui a abouti à la tenue en 1930 sur la question du travail forcé dans les colonies. Je voudrais savoir si cette source est toujours disponible. Merci. Pierre-Étienne Bourneuf qui va nous introduire ce sujet et après ce sera mon collègue Jacques Berson qui va vous parler des archives de la Société des Nations. Moi je viens en troisième avec les publications les ressources statistiques produites par le système des Nations Unies. Donc Pierre-Étienne, je te laisse prendre la parole si vous êtes d'accord. J'ai un petit peu de mal à vous entendre. Merci Christina de m'avoir introduit. Donc je m'appelle Pierre-Étienne Bourneuf, je suis conseiller scientifique auprès de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. J'ai aussi un PowerPoint, donc je pense que vous pouvez le montrer. Oui. Super. Et en fait ma présentation va être assez rapide, c'est simplement pour un peu poser les bases des présentations de mes collègues. Comme Christina l'a dit, Jacques Berson est archiviste et va vous présenter les archives de la Société des Nations, comment naviguer dans les archives de la Société des Nations, de la SDN. Et Cristina Giordano, donc, va continuer cette présentation en vous donnant un aperçu assez détaillé des ressources qui sont en ligne, mais des Nations Unies. Voilà, donc on peut directement passer à la deuxième slide. Comme ça, je peux donner un aperçu un peu de ce que va être ma présentation. Tout d'abord, je vais un peu vous présenter qu'est-ce que la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, pour ensuite un peu faire clarifier un peu quand on parle d'archives, de sources en ligne, de sources premières pour les chercheurs. Je vais un peu clarifier ça dans mon deuxième point de ma présentation. Et enfin passer aux archives qui sont disponibles en ligne et qui sont aussi accessibles de manière physique aux Nations Unies à Genève. Et enfin, je vais conclure avec quelques pistes de réflexion sur les recherches qui peuvent être réalisées dans nos archives. En quoi ces archives peuvent être utiles pour vous. Alors, on va passer encore à la prochaine slide. Prochaine diapositive, pardon, encore une fois. Donc, qu'est-ce que les Bibliothèques des Nations Unies à Genève? Eh bien, en fait, pour résumer un peu la mission, alors la mission est un peu complexe, mais pour résumer un peu la mission de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, eh bien, on peut dire qu'on préserve et on donne accès à des ressources. Alors, deux particularités sont très importantes en ce qui nous concerne. La première, c'est que la création de la bibliothèque remonte avant l'époque des Nations Unies, elle remonte à l'époque de la Société des Nations.
en janvier 1920, elle commence ses activités, donc ce qui lui donne une continuité dans le temps qui est assez incroyable, qu'on retrouve dans nos collections. Et c'est aussi la seule bibliothèque des Nations Unies, du système des Nations Unies, qui est ouverte aux chercheurs et aux étudiants. Donc vraiment, nous sommes un centre, on va dire, vraiment de recherche pour les chercheurs, souvent dans le domaine des relations internationales. En ce qui concerne les deux, non, on va rester ici. En ce qui concerne vraiment les volets principaux de notre activité, c'est bien sûr de mettre à disposition des collections sur les thématiques des Nations Unies et de préserver et conserver les documents et de rendre accès, de permettre l'accès, de la consultation des documents et des publications des Nations Unies. Alors pour vous donner une idée, nous avons environ 46 km linéaires de rayonnage d'ouvrages. Ça correspond à 1,5 million d'ouvrages, plus de 4 millions de documents de Nations Unies. Donc ils sont vraiment physiquement de notre bibliothèque, plus l'accès à des ressources en ligne. Et sur le deuxième volet principal, l'activité de la bibliothèque et archives, bien sûr, c'est de préserver la mémoire institutionnelle des Nations Unies et de conserver et de mettre à disposition les archives qui sont gérées par la bibliothèque. Ça représente environ 15 km linéaires. On peut passer à la prochaine diapositive, qui se concentre justement sur les sources premières. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quelles sources premières on peut accéder à travers les ressources de la bibliothèque. On peut les distinguer en 3 grandes catégories. Il y a les documents officiels, les publications et les archives. Et la différence entre ces 3 types de documents compte, surtout pour les chercheurs. On s'est aperçu dans les derniers mois que même les chercheurs très confirmés ont tendance un petit peu à mélanger ce type de documents. Donc, on va passer à la prochaine slide qui vous donne justement un aperçu des différents documents accessibles. Ce qu'on entend par documents officiels des Nations Unies, ce sont généralement, je simplifie un petit peu, mais des comptes rendus des organes principaux et des organes subsidiaires des Nations Unies. Je sais que Christina va vous en expliquer un peu ces organes subsidiaires des Nations Unies. En fait, ils sont publiés pour une transparence, on va dire. Ils peuvent généralement contenir des contenus, bien sûr, les contenus, en fait, ça concerne généralement les comptes rendus, donc vraiment les échanges des délégués dans les salles, mais sont souvent attachés à ces discussions, les documents de travail, les rapports, et donc vous pouvez consulter facilement ces documents qui sont généralement identifiés avec une lettre qui indique l'organe des Nations Unies qui le produit, par exemple A pour assemblée, et l'identifiant des documents qui commence avec généralement là aussi une série de lettres pour identifier le type de document officiel sur lequel on travaille. Par exemple, RES, une résolution de l'Assemblée. Vous allez trouver donc après des chiffres qui indiquent la résolution. Où est-ce qu'on peut consulter ces documents qui sont en grande partie en ligne? Eh bien, il y a 2 sources. La première, c'est la UN Digital Library, et la deuxième, c'est l'Official Document System. Alors, il y a des subtilités, je ne vais pas entrer dans les détails entre ces 2 sites Internet, mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que si vous faites de la recherche sur des documents officiels des Nations Unies, à travers ces 2 bases de données qui sont en anglais, mais les documents sont traduits dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Donc, vous pouvez trouver en grande partie les documents en français, par exemple. Ce sont les bases de données qu'il faut consulter. Ensuite, il y a les publications des Nations Unies. Qu'est-ce que sont les publications? Enfin, les publications sont généralement des publications qui sont qui normalement concernent les diplomates, la société civile, les journalistes, chercheurs, qui sont envoyés à d'autres bibliothèques. Ce sont des rapports, par exemple. La particularité de ces publications, c'est qu'elles ont un numéro ISBN, donc un identifiant. Elles sont rendues publiques et on peut les identifier avec cet ISBN ou avec l'année de publication, par exemple le yearbook ou les rapports annuels des différents organismes des Nations Unies. Ces publications sont aussi en grande partie consultables à travers la UN Digital Library et la UN e-Library. C'est une autre plateforme des Nations Unies. Alors, la différence, là aussi, disons que je simplifie un peu, mais la UN e-Library, vous allez trouver aussi beaucoup de publications payantes, mais une grande partie aussi des rapports peuvent être consultés en ligne gratuitement. Parfois, on peut même télécharger les PDF. Parfois, la consultation est limitée à une consultation en ligne. Et enfin, il y a des archives. Alors, les archives, généralement, s'adressent à un public un peu plus ciblé,
un public vraiment de chercheurs, de diplomates qui font des recherches très spécifiques ou d'étudiants universitaires. Les archives, en fait, sont des documents qui ne sont pas publiés, que vous n'allez pas pouvoir normalement trouver facilement sur Internet. C'est vraiment les coulisses des rapports officiels et même des documents de travail que vous allez trouver dans les autres documents. On peut trouver une multitude de documents dans les archives. Ça peut être bien sûr la correspondance entre les fonctionnaires, avec les diplomates, des documents préparatoires justement de rapports, ou bien sûr aussi parfois des photographies et des cartes géographiques, comme on va le voir dans quelques instants. Ils sont généralement indiqués avec une cote. Jacques va pouvoir probablement expliquer un peu plus ce qui concerne les archives des Nations Unies à Genève. Ce qui est très important à maîtriser, si vous voulez citer ces documents dans des papiers universitaires, c'est généralement ce qui va dans la note de bas de page, c'est la cote du document et le titre de le document. Donc c'est assez important de tenir à l'esprit les cotes des documents des archives. Ces documents, donc les archives peuvent être consultées à travers différents moteurs de recherche. Bien sûr, il y a le moteur de recherche à New York, qui contient une partie des archives des Nations Unies qui sont numérisées, et il y a bien sûr notre plateforme des Nations Unies à Genève qui met à disposition toute une série de documents qu'on va pouvoir voir dans un instant. Donc voilà, là c'est simplement cette slide, cette diapositive, pour voir un peu la différence entre les trois types de documents en partant d'une résolution de l'Assemblée sur la gauche, au centre d'une publication qu'on peut trouver facilement sur Internet, et à droite, justement une archive, une correspondance qui est vraiment, je le répète, les coulisses des autres documents. Voilà, alors en ce qui concerne les archives des Nations Unies à Genève, qu'est-ce que nous conservons à Genève? On va passer à la prochaine diapositive. Alors, en fait, nous avons près de 15 km, enfin, la bibliothèque archives gère près de 15 km linéaires d'archives qui sont d'une grande richesse et surtout d'une très grande diversité. Alors, je les ai ici classifiés non pas en ordre chronologique, mais plutôt s'ils sont accessibles totalement ou pas en ligne. Vous avez les archives de la Société des Nations qui sont totalement, on va le voir dans un instant, accessibles en ligne. Vous avez aussi les archives des Nations Unies à Genève, des archives privées qui sont, par exemple, des papiers privés de fonctionnaires des Nations Unies, de la SDN, ou aussi des grandes personnalités qui ont légué leurs papiers à nos archives, dont nous recevons aujourd'hui les archives, les mouvements internationaux de la paix qui remontent en réalité au XIXe siècle, et d'autres collections qui sont un peu variées, par exemple la collection photographique de nos archives. Alors, en ce qui concerne les archives des Nations, de la SDN, de la Société des Nations, qui sont entièrement en ligne, en ce qui concerne les autres archives, c'est partiellement numérisé. Vous allez trouver certains fonds sous-fonds qui peuvent être numérisés, mais ça représente, on va dire, une minorité, une partie assez restreinte de l'ensemble de ces archives. On va passer à la prochaine diapositive. En ce qui concerne les archives des Nations Unies, à Genève, elle couvre une période qui va de 1946 jusqu'à aujourd'hui. On conserve dans ces archives les archives de l'ONU, l'Office des Nations Unies à Genève, l'administration, donc le siège du secrétariat ici à Genève, les archives du Haut Commissariat aux droits de l'homme, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, les archives de la CNUSED qui peuvent certainement vous intéresser, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui ne sont malheureusement pas numérisées. Les archives aussi de la Commission économique pour l'Europe, qui fait partie d'une des commissions régionales des Nations Unies. Et enfin, la conférence du désarmement. Ça, ce sont des archives, je le répète, qui, si vous êtes intéressé par les fonds d'archives ici, je vous invite à nous contacter pour que nous puissions vous répondre pour savoir s'ils sont accessibles ou pas en ligne. Ensuite, en ce qui concerne les archives de la SDN, il faut savoir que les archives de la SDN couvrent une période entre 1919 jusqu'à 1947. Elles sont inscrites au registre Mémoire du monde de l'UNESCO et elles sont partagées en différents fonds, le secrétariat de la SDN, le fonds mixte d'archives des réfugiés qui s'appelle aussi fonds Nansen, les fonds externes qui en fait regroupent des fonds d'organismes de la SDN qui ont été créés en dehors du secrétariat de la SDN, des documents officiels aussi de la SDN, et tout un fonds extrêmement important concernant les collections photographiques, les cartes, les instruments diplomatiques, c'est-à-dire les traités en fait signés par les États membres. On va pouvoir continuer sur la prochaine diapositive. Alors, je vous l'ai dit, les archives de la Société des Nations sont disponibles en ligne.
Je vais peut-être, Jacques va confirmer ce que je dis, mais parfois les chercheurs disent oui, mais est-ce que vraiment vous avez tout numérisé? Alors, Jacques va pouvoir vous confirmer, mais vraiment, tout a été numérisé. Les archives, je crois que d'ailleurs que les archives de la SDN sont les seules qui ont été, c'est la seule organisation internationale dont les archives ont entièrement de A à Z été numérisées. C'est un projet titanesque qui a duré, qui a été mais LONTAD, et qui a duré en 5 ans et qui a visé non seulement à qui vise encore aujourd'hui, parce que l'impact est encore jusqu'à aujourd'hui, à numériser l'ensemble des archives de la SDN, mais aussi fournir un accès en ligne, à assurer la conservation physique, c'est-à-dire que par exemple, on va le voir, mais des boîtes d'archives ont été changées, les papiers qui étaient endommagés ont été restaurés, et aussi assurer la conservation, je vais y arriver, numérique. Tout simplement parce que, pour vous dire une idée, je parlais avec une collègue archiviste la semaine dernière et on parlait d'un projet de numérisation il y a quelques années, il y a même quelques décennies, qui consistait à numériser des disques sur des cassettes magnétiques. Et aujourd'hui, ça m'a fait un peu sourire, mais c'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, les cassettes magnétiques étaient le meilleur moyen pour stocker des données. Et aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, les MP3 ou les fichiers PDF, on ne sait pas très bien s'ils vont être, comment on peut assurer leur conservation sur les 30 prochaines années. Eh bien, c'est ce qui a été pris en considération dans ce projet LONTAD, donc de préservation numérique, d'assurer que les fichiers soient aussi accessibles dans le futur. Donc voilà les statistiques. Aujourd'hui, grâce au projet LONTAD, nous avons plus de 14 millions de pages qui ont été numérisées et qui sont accessibles en ligne. Cela représente environ plus de 200 terabytes de données. Plus de 8000 boîtes physiques ont été remplacées pour garantir la conservation physique des documents. Il y a 27 000 cartes qui sont accessibles en ligne aujourd'hui et plus de 6700 photographies. Ça vous donne un peu l'idée de la masse d'informations que vous pouvez trouver sur cette plateforme. On peut voir ici la diapositive, plateforme en ligne que Jacques Auberson va pouvoir vous expliquer dans quelques instants, qui est aussi un des produits de cet effort de numérisation. Alors, elle facilite énormément la recherche. Vous allez comprendre que les documents sont ossérisés, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de texte. Vous pouvez chercher des documents en cherchant des mots-clés. C'est pas forcément toujours le meilleur moyen de faire des recherches dans les archives. Et cette plateforme donne aussi accès à la hiérarchie des archives, qui est très important pour les historiens. C'est-à-dire que vous pouvez toujours contextualiser la position de votre document dans l'ensemble des archives. Bien sûr, cette plateforme contribue à la préservation parce qu'elle limite aussi la manipulation des documents physiques. Elle facilite le contact avec nos archivistes et c'est assez exceptionnel parce que je pense que c'est une des rares plateformes d'archives où vous avez un chat où en direct, vous pouvez contacter un archiviste pour lui poser une question. Si la question est facile, il va pouvoir vous répondre immédiatement. Si en revanche, la question demande un peu de recherche, généralement, on vous envoie un email dans les jours qui suivent avec la réponse à votre question et aussi, vous pouvez nous contacter avec un formulaire que vous pouvez trouver sur le site pour contacter nos archivistes. Cette plateforme aussi permet, et c'est très important pour nous, de faciliter les échanges entre ce qu'on a appelé la communauté de recherche. Pourquoi? Bien qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de chercheurs du monde entier qui consultent nos archives, qui consultent parfois, qui font des recherches parfois qui sont complémentaires, mais qui ont rarement le moyen d'entrer en contact. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé aussi, grâce à cette plateforme, une newsletter qui permet de faire circuler l'information entre les archivistes, les chercheurs, sur les nouveaux, par exemple, les colloques qui peuvent être basés sur les archives, les projets de recherche ou bien même les publications. Donc, ça permet à nos utilisateurs, aux chercheurs, de promouvoir leur travail et pourquoi pas, nous espérons qu'il puisse y avoir des liens qui se créent entre cette communauté de chercheurs, entre les chercheurs bien sûr, et entre chercheurs eux-mêmes et entre chercheurs et archivistes. Ça aussi, c'est assez exceptionnel de pouvoir avoir le contact toujours facilité avec notre équipe d'archivistes. Et enfin, cette plateforme, c'est vrai, elle ouvre la voie à de nouveaux projets de recherche et d'enseignement. De projets de recherche, tout simplement, parce qu'on va en parler dans quelques instants, mais les archives de la SDN ont souvent été peu étudiées jusqu'à maintenant. Donc, la plateforme, en la rendant accessible, permet de porter un nouveau regard
sur cette histoire, sur ce chapitre de l'évolution du multilatéralisme qui a posé quand même les jalons du système international dans lequel nous vivons actuellement. Elle permet aussi pour des enseignants, pourquoi pas, d'utiliser cette plateforme en cours pour simplement habituer les étudiants à interagir avec les archives. C'est quand même on va dire, une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir avoir accès à ces archives très tôt dans un parcours d'études, pour pouvoir se familiariser avec l'utilisation des sources premières et pour pouvoir assez tôt commencer à justement développer une recherche sur des sources premières. Alors justement, quelques pistes de réflexion, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces archives? Alors là, c'est une slide où je pourrais m'arrêter pendant des heures. Donc je vais être très succinct et je vais me limiter à 4 points. Le premier point, les archives de la Société des Nations. Alors peut-être certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de Société des Nations. Vous devez savoir que cette organisation, donc qui a précédé les Nations Unies, a souvent été considérée un échec. Et d'ailleurs, son expérience a souvent été résumée à ce constat d'échec. Or, cette perspective a beaucoup changé à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, un certain nombre d'historiens, aujourd'hui, une grande partie d'historiens, en fait, commencent à se concentrer non pas sur les raisons de l'échec de la SDN, qui n'a pas pu éviter le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt sur ses activités pionnières. Et en fait, ça a généré un effet un peu boule de neige au sein de différentes communautés de recherche, justement, les historiens, mais aussi des économistes, des juristes, j'espère aussi des économistes, des statisticiens qui bien se rendent compte du travail qui a été fait à partir des années 20 et qui a été un peu oublié dans la littérature spécialisée. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un regain d'intérêt envers l'étude, l'histoire de la Société des Nations, qui d'ailleurs se couple, je vais dire, avec aussi un regain d'intérêt sur l'histoire des organisations internationales. Pourquoi? Parce que les archives jusqu'à maintenant ont souvent été utilisées par les historiens, comme les archives des organisations internationales, ont souvent été utilisées comme des archives complémentaires des archives nationales. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'historiens qui commencent leur recherche en allant dans les archives des organisations internationales pour comprendre les dynamiques de la gouvernance internationale et l'évolution de cette dynamique. Donc c'est aujourd'hui vraiment un double regain d'intérêt. Ensuite, je dois avouer que les sources qui sont disponibles dans les archives de la SDN sont aussi uniques qu'hétérogènes. Vous allez trouver en fait des documents parfois qui n'ont jamais été utilisés dans des recherches, c'est vrai, encore aujourd'hui, mais aussi qui couvrent des domaines assez vastes. Bien sûr, l'économie, le commerce, la santé, les questions sociales qui sont très larges. Ça recouvre par exemple la production d'opium, la lutte contre les stupéfiants, le trafic d'êtres humains, les migrations. Dans les archives de la SDN, vous allez pouvoir trouver des données qui sont extrêmement significatives pour la période qui va des années 20 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et un autre niveau d'analyse, et c'est peut-être là où vous, spécialistes, vous pouvez apporter de nouvelles aussi réponses, c'est d'interroger ces données. C'est-à-dire que l'époque de la SDN, le monde de la SDN est un monde qui n'est pas celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Heureusement, le monde a évolué. Vous savez, les organisations internationales reflètent souvent la nature des États qui la composent. Et on va dire que la SDN était une organisation qui était essentiellement composée par des États européens et beaucoup de ces puissances étaient des puissances coloniales. Donc en fait, vous allez trouver dans des données, dans ces archives qui proviennent de pays sous mandat. Les mandats étaient des territoires allemands ou ottomans qui avaient attribué à des puissances tout simplement pour qu'elles deviennent indépendantes, chose qui n'a pas très bien marché avec l'Union européenne, qui est considérée une organisation quand même impérialiste. Et donc on peut interroger ces données. Pourquoi on peut trouver ce rapport sur un mandat ou sur cette colonie? C'est-à-dire, qu'est-ce que voulait faire passer la puissance coloniale avec ces données? Et c'est je pense que c'est un niveau d'examen, de lecture qui est très intéressant, d'interroger aussi ces données en les mettant bien sûr en relation avec le contexte politique de la SDN. Et enfin, un dernier élément d'analyse qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai que les statistiques sont un moyen de communication et d'étude du monde qui est extrêmement puissant. Seulement si tous les pays utilisent des méthodologies différentes, ces statistiques ne peuvent pas être comparées. Et déjà, à partir de la SDN, on peut assister aux premiers efforts pour
on va dire, uniformiser, standardiser la collection ou la production de données statistiques. Ce qui va d'ailleurs conduire même à une convention de 1928 qui encore aujourd'hui est le point de départ pour les études statistiques dans le domaine économique et qui est encore nos collègues de la Commission économique pour l'Europe sont ravis toujours de pouvoir voir ce document. Donc voilà, donc il y a tout un niveau d'effort diplomatique qui est assez intéressant à décrypter et qui peut être un sujet de recherche. Voilà, donc je vais conclure très rapidement. Bien sûr, c'était un peu pour lancer mes collègues. Je voudrais quitter en citant simplement, en mentionnant d'autres ressources en ligne qui sont mises à disposition par la bibliothèque. Il y a une série en ligne que vous pouvez consulter sur YouTube qui s'appelle Histories, qui est en anglais et en français. Enfin, les épisodes sont soit en français, soit en anglais, qui en fait sont des séries, des épisodes d'environ 1 heure, qui partent d'archives pour essayer de décrypter un peu l'histoire, l'évolution du multilatéralisme. Ensuite, il y a la collection Histoire des Nations Unies, alors qui a été lancée il y a déjà quelques années. Il y a déjà 3 volumes qui ont été publiés jusqu'à maintenant. C'est une ressource que vous devez certainement tenir à l'esprit si vous faites des recherches dans nos archives, parce que la Bibliothèque Archives des Nations Unies est aussi publie, disons, cette collection. Et donc, nous sommes tout à fait ouverts aux projets de publication, à tout simplement prendre en considération les projets de publication qui sont bien sûr basés sur nos archives. Ensuite, il y a un podcast que nous produisons qui s'appelle The Next Page. Là aussi, vous avez des épisodes en français et en anglais que vous pouvez consulter sur YouTube ou sur Podbean. Par exemple, il y a plusieurs plateformes qui les proposent. Et enfin, peut-être Christina en parlera, mais il y a aussi toute une série de guides de recherche qui sont accessibles sur le site de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies qui concernent différents sujets, les droits de l'homme, mais aussi les statistiques, par exemple, ou le multilatéralisme. Donc, si vous voulez commencer une recherche et vous voulez un point de départ, des ressources qui sont accessibles, par exemple, en ligne, je vous invite à aller voir ces guides de recherche qui sont extrêmement utiles. Enfin, je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole maintenant à Jacques Auberson qui va un peu continuer cette présentation. Vous pouvez aussi... Merci Pierre-Étienne. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Jacques Auberson et je suis responsable de la salle de lecture des archives de l'ONU et de la SDN à Genève et je m'occupe aussi du service de référence, c'est-à-dire de répondre aux chercheurs pour toutes les demandes concernant leurs recherches et leur expliquer et les diriger sur des documents particuliers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes parties de la plateforme des archives et plus particulièrement la collection d'archives de la Société des Nations. Et je vais vous expliquer aussi comment accéder à des documents spécifiques en lien avec les statistiques. Alors je vais juste partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Donc, ici, vous êtes sur la page d'accueil de la plateforme des archives des Nations Unies à Genève. Et dans l'arborescence, ici sur la gauche, vous pouvez voir les différents fonds d'archives. Donc, nous avons les archives de la Société des Nations, les archives de l'ONU à Genève, les archives privées, les mouvements internationaux pour la paix et d'autres collections comme des collections de photos, une collection cartographique, etc. Donc, si l'on sélectionne archives de la Société des Nations, on voit que ce fonds est constitué en 3 grandes catégories. Nous avons donc les archives du secrétariat de la Société des Nations, le groupe mixte d'archives sur les réfugiés et les fonds externes de la Société des Nations. Dans ce qui concerne les statistiques, je vais me focaliser plutôt sur le secrétariat et les fonds externes. Alors, le secrétariat de la Société des Nations. En fait, la Société des Nations était composée de 3 organismes principaux. Donc, l'Assemblée, le Conseil et le 3e, le secrétariat qui servait d'organe exécutif de la Société des Nations.
En pratique, il était le principal producteur des archives. Et en fait, les documents d'archives du secrétariat de la Société des Nations illustrent toutes les activités de la société, les décisions prises par l'Assemblée et le Conseil et les travaux effectués par les différentes sections. Donc là, on peut voir les différentes sections qui étaient les unités administratives spécialisées dans les différents domaines d'activité, tels que la section juridique, la section de la formation, la section d'hygiène et des questions sociales, section économique et financière, et la section, par exemple, des mandats. La section des mandats, qui a été créée en 1921, était chargée de recevoir et d'examiner les rapports des puissances mandataires, ainsi que les pétitions des territoires sous mandat. Les territoires sous mandat qui étaient en fait les anciennes colonies allemandes et ottomanes, qui avaient été redistribuées à la fin de la Première Guerre mondiale. La section des mandats devait aussi informer le Conseil de la SDN si toutes les conditions étaient respectées par les puissances mandataires dans les territoires. Les territoires africains sous mandat, en fait, étaient le Togoland, la région du sud-ouest africain, le Cameroun français et britannique, le Rwanda et Burundi et le Tanganyika. Donc, dans chaque section, vous pouvez avoir un aperçu des titres des dossiers que vous allez trouver. Si je développe la section des mandats, à ce stade, vous voyez qu'il y a des registry files et des section files. Donc, à ce stade de la recherche, il est important de comprendre la différence entre ces deux types de dossiers. Donc, le registry était un système centralisé et qui s'occupait d'enregistrer et de distribuer tous les documents. Selon une règle administrative interne, tous les documents produits et reçus par le secrétariat devaient être enregistrés officiellement enregistrés par le registry avant d'être envoyés à l'extérieur ou distribués à l'intérieur du secrétariat. Mais évidemment, donc, comme dans chaque section, certains documents étaient conservés à part et étaient considérés à cette époque comme pas assez importants pour être officiellement enregistrés. Et donc, ces dossiers restaient dans les différents bureaux. Et dans les années 30, le service du registry a demandé à chaque section de retourner tous ces documents de travail et en fait, ils ont classés sommairement et vous les retrouverez maintenant dans les section files. Les section files, en fait, sont composés de, vous pourrez trouver des brouillons de rapports, vous pourrez trouver des coupures de journaux, vous pourrez retrouver des brochures, tous des documents qui ont peut-être servi voilà, aux fonctionnaires pour la préparation de rapports, etc. Je dis peut-être parce qu'il y a beaucoup de ces documents qui sont uniques et on ne sait pas en fait s'ils ont vraiment été utilisés pour la production de rapports officiels. Donc, je vais vous montrer un exemple de dossier du registry. Ici, donc, on a un dossier du registry concernant le mandat français sur le Cameroun. Et dans ce dossier, on a une correspondance avec la Chambre de commerce, agriculture et d'industrie du Cameroun de Douala. Donc, les dossiers du registry sont tous construits de la même manière. D'abord, ici, on a le nom de la section, on a le numéro de la section, donc le 6A concernait la section des mandats. Ensuite, on a le numéro du dossier et le numéro du document. Et à l'intérieur du document, donc, voilà, on a les lettres donc entre la Société des Nations et la Chambre de commerce et d'agriculture de Douala. Alors, dans les dossiers du registry, vous allez retrouver donc, ça c'est avec le document principal. Vous allez retrouver le document principal et ensuite vous allez retrouver, voilà, là on a aussi un télégramme. Vous allez retrouver toute la correspondance et les documents qui tournent autour de ce document principal. Donc, on pourra pouvoir trouver des notes manuscrites, des accusés de réception, etc. Et dans les section files, voilà, là vous avez un exemple d'un section file. Là, vous voyez que
La four est vraiment basique. Donc là, on a un numéro S, qui veut dire section file, avec le numéro du document. Ensuite, on voit que Cameroun sous mandat français. Et ça, ce sont tous les documents, voilà, des documents qui ont servi peut-être à la préparation de rapports. Ils sont classés aussi sommairement par mois. Alors là, qu'est-ce qu'on aura? On aura un extrait du journal officiel de la République française, Cameroun et Togo sous mandat français. Et en explorant ce dossier, donc, on va retrouver voilà, par exemple, entre septembre et octobre, on va retrouver un document intéressant. Voilà, ce genre de document qui est unique en fait dans les archives. Et on voit un magazine trimestriel Togo-Cameroun, octobre 33. Et c'est un magazine qui a été présenté par l'Agence économique des territoires africains sous mandat. Et voilà, on va trouver beaucoup de choses, vie sociale au Cameroun, des articles, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, dans les dossiers des section files, on peut trouver énormément de documents hétéroclites. Maintenant, pour avoir un aperçu des... Oui, encore une chose, donc le registry file c'est divisé en 3 périodes administratives pour chaque section. Donc, vous avez 1919-27, 28-32 et 33-46. En fait, ces trois divisions ont été faites au cours de l'existence de l'SDN suite à l'extension de ses activités. Par exemple, dans la première période, la section de la santé, en fait la section d'hygiène, est englobée dans la section sociale et à partir de 1928, elle a été considérée comme une section à part entière. D'autres sections ont été absorbées, etc. Et là, donc, c'est pour ça que vous aurez ces trois divisions administratives. Pour avoir un aperçu des dossiers dans chaque section, donc pour en revenir à la section des mandats, on va retrouver, voilà, là, les sub-series, en fait, vous aurez le titre de chaque dossier que vous trouverez à l'intérieur des sections. Par exemple, là, on aura un dossier sur, mandat sur le Togoland, mandat sur la Palestine, le Spitzberg, territoire sous les mandats britanniques, le Rwanda au Burundi, le South-West Africa, etc. Et si je développe encore ce dossier, voilà. En fait, si je prends le South-West Africa, à l'intérieur du dossier 1347, vous verrez que là, on a la cote R10-R13. Ça veut dire que ce dossier est conservé dans les boîtes d'archives R10-R13. Ça, c'est le numéro du contenant des dossiers, en fait, qui sont des boîtes d'archives physiques dans les magasins d'archives ici à Genève. Et à l'intérieur du dossier 1347, vous aurez tout ce genre de documents. Pour télécharger un document, si par exemple vous êtes intéressé par le German South-West Africa Mandate, le texte du draft, il suffit de cliquer sur la ligne. Ensuite, vous verrez l'image du dossier apparaître. Il faut la sélectionner et ensuite accepter le copyright. Et votre document va se télécharger automatiquement sur votre ordinateur. Et vous pouvez faire de même avec tous les documents en fait qui se téléchargent tous selon le même système. Je vais revenir. Ensuite, ça c'est donc les fonds du secrétariat par section. Ensuite, on a aussi les fonds externes de la Société des Nations où vous allez retrouver des statistiques. Donc, dans les fonds externes, ce sont des organisations semi-autonomes qui ont été créées par la SDN, mais qui avaient leur propre comptabilité, leur propre bureau, etc.
Et là, par exemple, on aura plusieurs commissions administratives, comme le plébiscite de la Sarre, le bureau de Berlin, le bureau de la Société des Nations à Berlin, et un bureau qui est important pour les statistiques, c'est le bureau de Princeton. En fait, le bureau de Princeton était ouvert aux États-Unis et en 1940, toute l'activité économique et financière, enfin la majeure partie de l'activité économique et financière, a été transférée à Princeton. Et dans les dossiers de Princeton, on va retrouver énormément de dossiers concernant les statistiques. Par exemple, on aura les données par pays sur les banques. On aura toutes les problématiques de la taxation et de l'imposition. On aura des papiers du comité des experts statisticiens. Donc là, on a l'industrie, la production industrielle mondiale. On a un dossier sur les statistiques. Là, on a les statistiques du commerce par pays, etc. Et pour ça, en fait, comme vous avez vu, le registry, la lettre de référence du registry, c'est le R. Pour les section files, c'est le S. Et pour les commissions, c'est le C. Et en fait, tous ces dossiers de Princeton sont constitués en majeure partie des dossiers des sections, donc les section files, les fameux dossiers de travail dont je viens de vous parler, de la section économique et financière. Alors, pour retrouver les documents précis concernant les statistiques, donc pour le secrétariat, en fait, il y a des statistiques ont commencé à... en fait, la Société des Nations s'est intéressée dès le début de ses activités aux statistiques et à établir des statistiques internationales. La section financière, économique et financière, par exemple, a publié plusieurs documents officiels comme le bulletin mensuel de statistiques, le mémorandum sur les monnaies et les banques centrales, mémorandum sur les finances publiques, etc. On va aussi trouver des documents de statistiques dans la section de l'hygiène et la section sociale. Donc, section de l'hygiène, on va trouver des statistiques épidémiologiques. Ça va être dans les section files de la section d'hygiène. Ici, on aura tous les dossiers du Intelligence Epidemiological Service qui était basé à Singapour et qui s'occupait d'envoyer régulièrement des données statistiques sur les pathologies et les épidémies dans le monde et c'était des données régulières. Ensuite, dans la section sociale, on aura des statistiques sur l'opium, donc tout ce qui est drogue, donc trafic illicite des drogues, la production de drogues concernant la préparation de médicaments aussi, etc. Ensuite, dans la section des mandats, on va retrouver quelques données statistiques dispersées dans certains dossiers, mais les données les plus importantes, en fait, étaient établies par les puissances mandataires. Par exemple, pour le Cameroun français, c'était le gouvernement français, et les puissances mandataires s'occupaient d'envoyer des rapports annuels donc à la Société des Nations. Et ces rapports annuels, dès leur réception, étaient sortis des archives et classés à la bibliothèque de la Société des Nations. Et ces rapports annuels, en fait, ne sont pas numérisés, ne font pas partie de la collection d'archives, mais par contre, ils peuvent se trouver dans les bibliothèques et les archives nationales des différents pays. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je vais vous faire une démonstration pour trouver des documents spécifiques. Donc, comme Pierre-Étienne vous disait, tous les documents ont été numérisés par l'OCR. Donc, c'est le système de reconnaissance optique des documents. Et c'est-à-dire que si vous tapez un mot-clé à partir du document, vous allez le retrouver dans l'arborescence. Donc, si je commence pour une recherche très large avec le thème Sénégal, on va trouver 2293 résultats. Ensuite, si vous sélectionnez les résultats avec des objets numériques, donc tous les documents sélectionnés, on va retrouver
toute une typologie de documents, donc une collection de cartes, parce que la Société des Nations et les archives des Nations Unies à Genève, en fait, a constitué une énorme, la bibliothèque de l'époque a constitué une énorme collection de cartes de géographie. Et en fait, ce sont des cartes de géographie qui n'étaient pas produites par l'SDN ou l'ONU, mais qui étaient souvent achetées et qui servaient aussi parfois de documents de travail. Et toute cette collection de cartes fait aussi partie du projet de numérisation. Et elles étaient difficiles à manipuler, elles étaient très peu connues. Et grâce au système, maintenant, grâce à notre nouvelle plateforme, vous pouvez accéder à tout le matériel cartographique en ligne. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc là, Sénégal, on se rend compte qu'il y a près de 219 résultats de recherche. Donc là, si on tape le terme Sénégal dans le titre, en fait, ça veut dire que chaque document, par exemple ici, on a le service d'hygiène du Sénégal, Grande-Bretagne, Irlande du Nord et France. On a des dossiers du Registry sur les drogues, donc la section de l'opium, là aussi. On a un traité entre la Grande-Bretagne et la France, etc. Ça ne veut pas dire que tous les documents concernent typiquement le Sénégal, mais par contre, à chaque fois que le mot Sénégal apparaît dans un document, vous allez retrouver l'arborescence telle que vous allez retrouver le document dans votre résultat de recherche. Maintenant, si pour affiner la recherche, je tape Sénégal et statistiques, là, on aura 950 résultats avec objet numérique. Donc là aussi, vous pouvez les trier par date de début et date de fin. Et là, par exemple, on voit qu'il y a des données dans l'annuaire statistique international. Et si vous le téléchargez, voilà, vous allez retrouver annuaire statistique international France. Et ensuite, vous pouvez faire une recherche par mot-clé à l'intérieur du document. Et là, vous allez trouver les recensements de juillet 1931 de la population de l'Afrique occidentale française. Donc là, vous avez vraiment tous les territoires de l'Ouest africain, l'Ouest africain qui étaient voilà, en fait, les données françaises. Donc, on a la circonscription de Dakar, on a le Sénégal, on a la Guinée française, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Niger, etc. Donc là, vous voyez que si vous faites une recherche sur les statistiques par mots-clés, donc c'est déjà beaucoup plus facile de trouver des documents pertinents. Ensuite, au niveau de si vous voulez encore affiner votre recherche, donc là, j'ai tapé dans la barre de recherche Sénégal et après Sénégal et statistiques, mais vous avez aussi la possibilité de chercher dans une section. Alors, excusez-moi. Voilà, donc dans l'arborescence, si vous, par exemple, dans la section sociale et de l'hygiène, voilà, il faut sélectionner la section et ensuite, vous avez tous les dossiers qui apparaissent ici. Donc, il faut simplement cliquer sur Afficher tout. Et là, vous n'utilisez plus la barre de recherche, mais dans l'option de recherche avancée, si par exemple, je tape Madagascar, voilà, je vais trouver donc retrouver tous les dossiers de la section sociale et d'hygiène donc qui concernent Madagascar. Mais là, en fait, la recherche est encore plus affinée parce que ça concerne vraiment le sujet de la santé et du social. Donc, là, on va trouver par exemple un rapport de l'Afrique occidentale française. Et là, c'est un rapport de la section de l'opium. Donc, on voit qu'il concerne Madagascar, on a plusieurs données, et à l'intérieur du dossier, on a la statistique annuelle de la production, de la fabrication
en fait, c'est le comité central permanent de l'opium, c'est sur la fabrication des médicaments à Madagascar. Et là, vous avez énormément de données statistiques aussi. Donc, ça, c'est pour la collection du Registry et du Section File. Ensuite, on a aussi les documents officiels de la Société des Nations. Donc, les documents officiels de la Société des Nations, c'était des documents qui étaient en fait des documents du Registry, mais qui étaient finalisés et ils étaient tirés à part, donc ils étaient réimprimés. On leur attribuait un numéro de document officiel et ces documents étaient utilisés pour être distribués aux membres du Conseil, aux membres de l'Assemblée, aux participants aux différentes conférences et aux participants de différentes commissions. Et une série de ces documents étaient aussi destinés à être imprimés pour être distribués au grand public pour faire connaître les activités de la Société des Nations. Alors là aussi, donc, on retrouve le même classement donc, par section. Donc on a le Conseil, l'Assemblée, le Secrétariat. Ensuite, on a section économique et financière, section d'hygiène, problèmes constitutionnels, etc. Là aussi, si vous cherchez dans Economic and Financial Organization, là, vous voyez donc tout ce qui a été publié. Donc là, on a les comités des experts statisticiens. Ici, vous avez accès aux au papier de travail et les comptes rendus de réunion et les documents officiels, donc se présentent comme ça. C'est plus sous forme de dossier, mais je vais juste vous montrer un exemple. Voilà, là, ça va être document par document. Donc, je vous parlais de la cotation officielle. Donc, comité d'experts statisticiens, on aura le CES pour comité d'experts. Ça va être le numéro 10, deuxième série de 25 octobre 1933. Et là aussi, en fait, dans les documents officiels, vous pouvez faire une recherche par... Je ne vois plus très bien en haut. Alors, là aussi, vous pourrez faire une recherche par mots-clés à l'intérieur des collections, donc officiel documents. Ensuite, si je prends économique et financial, là aussi, le dossier, as organization. Oui, là, en fait, on n'a pas la possibilité de chercher directement dans les séries. Mais par contre, si vous allez dans la collection, ouais, dans les documents officiels, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. Ok. Mais en fait, tout ce que vous allez retrouver, les documents officiels que vous allez retrouver en série, ce sont des documents que vous allez systématiquement retrouver aussi dans les dossiers du Registry. Comme je vous disais, ce sont des documents qui étaient retirés, extraits du Registry pour être réimprimés et insérés à cette collection de documents. Ensuite, dans un autre registre, pour le reste de la collection de documents, donc je vous ai parlé du secrétariat, des fonds externes de la Société des Nations. On a les documents officiels, la collection de cartes, donc je vous ai montré un exemple, qui sont triés donc par continent, et à l'intérieur du continent, vous aurez des régions, et ensuite vous aurez des pays et des portions de pays en fait. Et là aussi, donc toutes les cartes sont disponibles au téléchargement et à la consultation. Ensuite, on a également
une série de photographies, donc une collection de posters, et là, une série de photos de la Société des Nations, donc dans les visuels matériels. Donc ici, vous allez trouver énormément de photos qui illustrent le travail et l'ambiance à la Société des Nations, en fait, à cette époque. Ce sera beaucoup de photos d'assemblées, de conseils, de personnalités, de fonctionnaires aussi. Et malheureusement, nous avons très peu de photos qui illustrent les activités de la Société des Nations sur le terrain. Mais ces photos sont très utiles si vous voulez les utiliser pour illustrer un article ou un livre, etc. Donc, ensuite, dans les autres collections, donc archives privées, ce sont des archives de fonctionnaires de la Société des Nations. Donc, on va retrouver les papiers des 3 secrétaires généraux, donc Eric Roman, Joseph Avenel et Sean Lester. Donc, tous les papiers qui sont en noir ne sont pas encore numérisés. Et par contre, ici, vous allez retrouver les papiers de Roman sont numérisés. On a les papiers de Lester, etc. Alors ensuite, Mouvement international pour la paix, ça c'est assez hors sujet. En fait, ce sont des organisations de paix qui étaient actives en Suisse et à Genève et qui ont, c'était des associations pacifistes avant la Société des Nations, mais en fait, c'est considéré comme des fonds complètement extérieurs. Et puis, les autres collections, donc je vous ai parlé des cartes et des photos. Ensuite, au niveau des archives de l'ONU, donc là, ça va être la même genre d'arborescence. On aura l'ONU Registry première période 1946-75. Alors ici, vous avez les dossiers du secrétariat. La classification a été reprise jusqu'en 1973, un peu comme sur les bases de ce qu'avait été FALSDN. Donc là, on voit des espèces de sections, justement. Communication et transport, la section économique, tout ce qui est Commission économique pour l'Europe, qui a produit aussi énormément de statistiques. Et on aura Commission transport et communication, là aussi la section d'hygiène. On en a une partie, mais en fait, la majorité des papiers d'hygiène, en fait, sont détenus par les archives de l'OMS qui s'occupent pleinement de cette question. Section de l'information, etc. Donc, pour les archives de l'ONU, en fait, il y en a très peu qui ont été numérisées. Et c'est nécessaire, en fait, de nous écrire pour, si vous voulez entamer une recherche, par exemple, sur les statistiques économiques, etc. Et à partir de là, on peut vous présenter des catalogues et puis vous dire, en fait, quels fonds sont consultables, quels documents sont à disposition, etc. Finalement, pour les documents numérisés les archives de l'ONU, on aura la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime et du génocide, etc. Ces papiers, en fait, qui font partie des archives des droits de l'homme, sont entièrement numérisés. Donc, Convention sur les droits de l'homme, là aussi, vous avez la série avec le titre et ensuite vous pouvez avoir les commentaires par le gouvernement et vous pouvez vous rendre compte du titre des documents ligne par ligne. Voilà, donc au niveau de la plateforme, vous pouvez aussi... Voilà. Alors, donc, vous voyez, il y a énormément de documents et de possibilités de recherche, surtout au niveau des statistiques.
pour tout ce qui concerne les documents numérisés, la Société des Nations, si vous avez n'importe quelle question, c'est vrai que une présentation sur une nouvelle plateforme comme ça est assez rapide et peut paraître très compliquée, mais si vous avez n'importe quelle question sur l'utilisation de la plateforme, sur le genre de recherche que vous pouvez effectuer à partir des archives, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il suffit de cliquer sur « Demander un archiviste ». Là, il suffit de taper votre question, remplir votre email, et puis nous essayons de vous répondre dans les 1 ou 2 jours suivants. Donc, nous répondons assez rapidement. Nous organisons aussi, si au besoin, on peut aussi organiser des entretiens vidéo en ligne. Par exemple, si vous avez énormément de questions, etc., au lieu d'éviter le mail, donc on peut convenir d'un rendez-vous et se rencontrer en ligne et discuter de vive voix. Et vous avez également la fonction chat. Donc, là, on est hors des heures de travail, mais normalement, le chat est toujours en ligne et il y a aussi possibilité de discussion par chat. Ensuite, au niveau des contacts, alors, il faut pas non plus hésiter à vous inscrire à notre communauté de recherche. Donc, avec cette inscription, vous pourrez souscrire à notre newsletter. Vous pouvez rester informé de tout ce qui se passe dans nos archives et les événements organisés par la bibliothèque et les archives de l'ONU. Si c'est en ligne, les chercheurs peuvent aussi participer à certains. Et puis, si vous préparez une conférence, si vous voulez publier un article ou un ouvrage, donc, n'hésitez pas à nous informer. On pourra l'inclure dans notre newsletter et on pourra également vous aider à diffuser l'information. Et puis, très important aussi pour les historiens, vous avez la possibilité de nous contacter pour partager votre publication, pour établir des partenariats. Donc, nous sommes totalement disposés à soutenir vos projets de recherche. Voilà, donc pour ma part, j'en ai terminé. J'espère avoir été assez clair. Et puis, je vais donner la parole à ma collègue Christina qui va rebondir sur les ressources électroniques de l'ONU. Merci beaucoup. Donc, merci Jacques pour cette présentation très compréhensive. Donc, moi, je vais essayer donc de vous parler un petit peu du système de statistiques internationales tel que mis en place par les Nations Unies, toucher un petit peu à son évolution et vous présenter quelques ressources qui sont disponibles en ligne. Donc, il s'agira plutôt de niveau des publications officielles de l'organisation et plus récemment des bases de données. Après, je voudrais aussi toucher quelques mots sur notre guide de recherche sur les statistiques qui a été créé ici à la bibliothèque de Genève. Et je ne sais pas, vous voulez mettre peut-être ma présentation, comme ça m'aidera. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, ça y a mon nom. On peut passer cette slide. On peut passer ça aussi. Et donc, voilà, on peut commencer par là. Donc, on parle de la création d'un système de statistiques international comme établi par les Nations Unies. Donc, vous avez déjà vu pendant la présentation de Pierre-Étienne et de Jacques qu'en fait, ce n'est pas les Nations Unies qui ont inventé les statistiques internationales. Il y avait déjà des efforts qui étaient faits auparavant. Et cette idée, disons, des statistiques internationales est reprise, bien sûr, aussi par les Nations Unies et elle s'inscrit dans un cadre assez vaste. C'est le cadre de la coopération économique et sociale internationale qui est prévu par la Charte des Nations Unies elle-même au chapitre 9. Prochaine slide. Donc, la Charte des Nations Unies, à l'article 55, reconnaît donc que pour créer un ordre international pacifique, il est nécessaire de créer des conditions de stabilité et de bien-être pour tous les peuples du monde.
et mentionne explicitement, parmi ces conditions de stabilité et de bien-être, quelques sujets qui pourront former justement objet après d'indicateurs statistiques. Par exemple, il mentionne le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi, les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social, la santé publique, la culture intellectuelle et l'éducation. Et tout cela devra faire objet d'une coopération économique et sociale au niveau international. Prochaine slide. Donc, pour cela, l'article 55 et autres parties de la charte prévoient la création d'institutions au sein de l'Organisation des Nations Unies et aussi à l'extérieur. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, la charte prévoit la création d'un Conseil économique et social qui est l'un des organes principaux, fondamentaux de l'organisation, au même titre que l'Assemblée générale, qui a la compétence la plus large, la plus générale, du Conseil de sécurité, qui s'occupe plus particulièrement du maintien de la paix et la sécurité dans le monde. Et le Conseil économique et social devra s'occuper justement des domaines économiques et sociaux. À côté du Conseil économique et social, il y aura aussi donc ce Conseil économique et social. D'abord, normalement, il est appelé par l'acronyme ECOSOC. On prévoit aussi la création par l'ECOSOC de toute une série de commissions qui s'occuperont entre autres des questions économiques et sociales et aussi des droits de l'homme. Ceci à l'intérieur de l'organisation. Mais à l'extérieur de l'organisation, on prévoit la création d'institutions spécialisées. Donc, il s'agit d'organisations intergouvernementales à part entière, mais qui auront des compétences étendues dans certains domaines qui sont aussi liés aux questions économiques et sociales. Et ces organisations qui sont organisations intergouvernementales de leur côté seront reliées aux Nations Unies par des accords spéciaux et pourront coopérer et se coordonner avec l'ECOSOC. Parmi ces organisations, on peut mentionner, vous les connaissez certainement, par exemple l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est créée quelques jours avant l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, ou encore l'Organisation internationale du travail, qui est bien plus ancienne parce qu'elle existait déjà du temps de la Société des Nations, ou l'UNESCO, ou les organisations du système de Bretton Woods, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Et voilà, prochaine slide. Donc, vous voyez, cela donne un système du Conseil économique et social qui est assez complexe. Donc, l'ECOSOC fonctionne à travers 8 commissions techniques, 5 commissions régionales et après se coordonne les activités de 15 institutions spécialisées. Et en particulier, donc, parmi les commissions techniques ou commission fonctionnelle de l'ECOSOC, nous avons la commission de statistique. Après, parmi les commissions régionales, on a entendu parler de la commission économique pour l'Europe, qui est basée ici à Genève, mais nous avons aussi la commission économique pour l'Afrique, qui est créée en 1958 et qui est basée à Addis Abeba. Prochain slide. À côté, pendant l'histoire des Nations Unies, à côté des entités créées par l'ECOSOC et mentionnées par la Charte, on assistera aussi à la création d'autres entités qui travailleront aussi dans le domaine des statistiques. On pense plus particulièrement à la CNUSED, donc à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui est établie en 1964 par l'Assemblée générale et qui s'occupera dès le début des besoins des pays en développement, donc des pays qui viennent d'être aussi décolonisés. Après, nous avons un programme des Nations Unies pour le développement, l'UNDP, et l'UNEP,
l'UNDP est créé en 1965 et en 1972, nous avons la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. Prochaine slide. Donc, comme vous voyez, c'est un système assez complexe et donc c'est à l'intérieur de cette structure complexe que se développe le système de statistiques internationales de l'ONU. Comme on l'a déjà dit dans la présentation, l'introduction, en fait, le problème de l'ONU, c'est de mettre ensemble, de compiler, d'agréger des données qui soient récoltées de manière uniforme et qui permettent de faire de comparaison, que ce soit des concepts, des indicateurs qui peuvent être compris de tout le monde. Et le grand défi de l'époque, c'est que dans le monde, il y a des systèmes extrêmement différents de collecte des données. Donc déjà, quand le système se met en place, il y a une grande division entre l'Est et l'Ouest, entre deux systèmes économiques complètement différents. Et il y a aussi le fait que, par exemple, beaucoup de pays n'ont pas de voix en chapitre, ils sont encore des colonies, ou encore il y a des pays comme la Chine qui en 1949 s'embarque dans l'aventure maoïste et qui est comme un peu une galaxie, une nébuleuse où on n'a pas trop intérêt à y aller. Donc le grand défi sera surtout de créer des standards internationaux. Aussi, on travaillera énormément avec les systèmes statistiques nationaux pour assurer qu'ils doivent fournir les données pour que ces données soient comparables. On mettra beaucoup le focus sur la méthodologie commune et sur la coopération technique. Après, on va essayer de diffuser des résultats de cette collecte de données à travers, à l'époque, ce sera plutôt des publications statistiques. Or, le but, c'est de focus sur les statistiques et justement parce que comment pouvoir mesurer ce progrès économique et social dont parle la charte. Les statistiques sont vues comme le meilleur moyen parce que ça devrait représenter en quelque sorte le monde d'une façon objective et le monde comme il est. Et il devrait servir comme base de décision pour des politiques pertinentes et conséquentes. Par exemple, les Nations Unies travailleront beaucoup sur la création d'un système de comptes nationaux qui réviseront plusieurs fois. Toutefois, la question aussi, quel indicateur, puisqu'on ne peut pas tout mesurer parce que les ressources sont limitées, le choix aussi de ce combat mesuré, quels indicateurs vont être choisis, c'est ne pouvons pas dire que ce soit peut-être complètement objectif. Il y a quand même des décisions aussi qui sont derrière, qui peuvent refléter des choix politiques ou certaines visions du monde. En particulier, disons, le progrès économique et social est surtout vu au début comme le progrès, comme développement économique, purement en termes économiques et notamment basé sur l'expérience des pays occidentaux. Donc, qu'on pense, bon, si ça marchait dans cette partie-là du monde, on peut peut-être le répliquer ailleurs. Donc, on verra beaucoup d'insistance qui est mise sur certains indicateurs comme la croissance, le produit intérieur brut, le produit intérieur brut par habitant, la valeur ajoutée, le commerce, la production des biens et des services. Et là, ça donne en fait des séries statistiques assez étendues. Après, ça va prendre du temps et notamment, je pense que la décolonisation jouera un grand rôle dans ça. Pour comprendre que les développements, c'est pas des spécificités qui sont locales, qui sont structurelles, et donc on peut pas parler du développement en Amérique latine en même terme que du développement en Afrique. Et il faudra encore plus de temps, donc à partir des années 70 plus ou moins, pour intégrer aussi la dimension sociale dans le développement, notamment les indicateurs pour l'éducation, la santé, le rôle des femmes qui vont se mettre en place petit à petit. À la fin du XXe siècle, début du XXIe, nous aurons aussi l'intégration d'une dimension plus environnementale, donc notamment
avec d'abord les objectifs du millénaire, et après, surtout à partir de 2015, avec l'approbation des objectifs du développement durable. Donc ça, pour vous dire un petit peu comment le système a un petit peu évolué. Maintenant, si nous regardons les organes qui ont été impliqués qui ont produit, disons, des statistiques qui ont été impliqués, on peut certainement commencer par la Commission statistique des Nations Unies, qui est très ancienne. Donc, elle a commencé à travailler en 1947, mais déjà en 1946, il y avait une commission nucléaire où le mandat et la composition a été décidé. Et il s'agit donc d'une commission technique de l'ECOSOC. Elle est considérée comme la plus haute instance du système des statistiques internationales. Elle est composée de 24 membres, ce sont normalement les statisticiens en chef des pays membres, et c'est elle qui chapeaute un peu tout le travail statistique fait par disons, le secrétariat des Nations Unies. Donc, elle a joué un rôle qui était fondamental dans la coordination donc, de la collecte, le traitement, la diffusion des données et aussi l'établissement des normes statistiques et la mise à point de concepts et de méthodes. Et donc là, après, vous pouvez voir, donc, moi j'ai beaucoup de liens, mais je ne peux pas vous montrer tous les liens. Après, quand on vous passera la présentation, vous pourrez cliquer et découvrir vous-même si cela vous intéresse. Disons que cette commission, elle supervise aussi, donc, on a dit, le travail de la division des statistiques des Nations Unies, où là, on verra effectivement les publications qui sont produites. On peut passer à la prochaine slide. Donc, cette commission, si on regarde ce qui est disponible en ligne, ces activités, elles sont bien documentées sur son site. Donc, vous avez là le lien. Il faut savoir donc, que cette commission, elle est basée à New York. Donc, ce lien se trouve sur le site principal de l'organisation à New York, de l'ONU. Alors, l'ONU est extrêmement engagée dans le multilinguisme. Donc, il y a effectivement ce désir de présenter toutes les pages dans toutes les 6 langues officielles. Ceci dit, les ressources sont limitées, donc notamment pour ce qui concerne les statistiques. Quand vous allez sur le site, vous avez peut-être une page d'introduction en français, mais après quand vous commencez à descendre et explorer les différents liens, vous trouverez plutôt en anglais. Il y a certaines pages, comme la page de la division des statistiques, qui n'existent qu'en anglais. Donc, c'est marqué comme ça. Et cela est aussi vrai, par exemple, si vous faites dans les recherches, dans les sites où il y a, par exemple, les publications des données officielles qui sont disponibles en ligne, normalement, le site en anglais, il est plus complet que le site en français. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez peut-être un petit peu tenir en compte quand vous faites vos recherches. Pour revenir à la Commission statistique des Nations Unies, donc, ces activités sont bien documentées et notamment, il y a tous les rapports de la Commission depuis 1946 qui sont disponibles en ligne. Les plus anciens apparaissent seulement en anglais. Plus récemment, il y aura les autres langues qui s'ajoutent. Mais le fait que vous ne trouvez pas le français, ça ne doit pas complètement vous décourager parce que ces rapports sont des documents officiels des Nations Unies, donc la version française existe. Peut-être elle n'a pas été téléchargée dans le site, mais elle est disponible dans les bibliothèques. Donc, soit la bibliothèque de Genève, soit celle de New York, qui sont les bibliothèques dépositaires les plus importantes dans le système, elles ont une copie. Et le fait que vous ne la trouviez pas, vous pouvez aussi nous contacter. Et nous, on fait aussi des numérisations sur demande si vous en avez besoin et on peut vous la fournir ou vous diriger si elle existe déjà, par exemple, dans le système de documents officiels des Nations Unies, l'ODS. Toujours en continuant cette opération, donc cette vision de l'activité de la Commission, j'ai choisi 2 documents
un qui vous montre un petit peu tout ce qu'ils ont fait pendant 70 ans. Et après, il y en a un autre qui est dédié au directeur de la commission. Et ça, c'est intéressant peut-être à voir parce que on verra qu'il faut attendre quand même 40 ans, donc 1987, pour qu'une personne africaine devienne directeur de cette commission statistique. Ce sera le professeur Boateng du Ghana en 1987. Venons maintenant à la division statistique des Nations Unies, qui est un peu, on peut dire, le bras de la commission statistique. Et c'est elle, en fait, qui publie les publications qui compilent des données statistiques dès le début. Donc, nous pouvons passer maintenant à la prochaine page. Et voilà, donc j'ai choisi quelques-unes des publications principales de cette division. On a une qui est la plus importante est le Statistical Yearbook ou l'annuaire statistique des Nations Unies qui lui est publié effectivement depuis 1948. Donc il y a des longues séries et c'est vraiment la compilation des statistiques sur les conditions, les activités sociales, économiques au niveau mondial, régional et national. Et vous trouverez tous les volumes qui sont disponibles à ce lien sur le site depuis 1948, donc en version intégrale. Et ceci a été possible grâce à une collaboration entre la division et la Bibliothèque des Nations Unies à New York qui a mis en ligne tous ces annuaires. On va voir donc la prochaine publication qui existe aussi depuis très longtemps. Il s'agit de l'annuaire démographique des Nations Unies qui donc vous donne un cadre très complet de la composition de la population. Donc naissance, décès, mariage, divorce, et soit au niveau global et au niveau national. Et cette collection est aussi disponible dès le début sur le site de la division. Il faut savoir que ces données sont recueillies à travers un recensement mondial de la population qui s'est fait par questionnaire et il est effectué avec coopération avec les bureaux de statistiques et les données de ces recensements sont disponibles en ligne depuis 1995. On peut aussi maintenant passer à la prochaine page. Et il y a la troisième publication qui est de la division statistique, ce sont les International Trade Statistics, donc l'annuaire statistique du commerce international, qui est publié en 2 volumes. Donc il y a le volume 1, le profil des pays, et le volume 2, c'est le profil des produits. Et ça, il vous donnera un aperçu des dernières tendances du commerce international des biens et des services. Il est disponible en ligne depuis 1992 jusqu'à la dernière édition, c'est 2022. Et il est publié depuis 2018, il n'y a plus la mention annuaire statistique du commerce international, donc il n'y a plus que le titre en anglais. Nous pouvons maintenant regarder, donc ça ce sont les publications, si vous voulez, les plus classiques, celles qui existent depuis plus de temps, mais bien sûr maintenant la diffusion des données statistiques se fait plutôt par des bases de données. Donc la division statistique des Nations Unies s'occupe en particulier de 3 bases de données qui sont quand même assez importantes. Donc il y a le UN Data, le UN Comtrade Database et la base de données des indicateurs des objectifs de développement durable. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur la base des données, donc la UN Data. Et là, je voudrais demander aux collègues s'ils peuvent cliquer sur le lien. Il ne doit pas y avoir des problèmes. Je ne sais pas. Ah, voilà, il apparaît. Donc, voilà comment elle se présente. Et donc, ce qui est intéressant au propos des UN Data, c'est qu'il s'agit d'une sorte de moteur de recherche fédéré
qui permet de chercher simultanément toute une variété de ressources statistiques qui viennent des Nations Unies, des agences spécialisées et aussi des États membres. Par exemple, si vous cliquez sur les data marts qui sont là, voilà, oui, très bien. Donc, vous pouvez voir tous les sets de données qui sont prises en considération dans cette base de données. Non, je ne pense pas qu'on veut traduire. Bon, ça va. Et si vous cliquez sur les sources de ces données, donc vous pouvez voir, donc on parlait que souvent les sources c'est seulement la Banque mondiale, mais ici vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. En fait, il y a aussi, par exemple, beaucoup d'autres institutions spécialisées des Nations Unies, mais on a aussi l'Agence pour les réfugiés, le Programme pour le développement, la Convention pour le changement climatique. Donc, ça vous donne quelque chose qui est assez compréhensif. Maintenant, si nous revenons en arrière sur la première page encore back. Voilà, et on descend un peu plus bas où il y a la partie orange, on vous dit Popular Statistical Tables. Donc ça, vous voyez qu'il y a en quelque sorte on peut créer facilement des tables pour certains indicateurs statistiques qui sont plus populaires, soit pour des régions du monde, soit pour des pays en particulier. Donc, on peut essayer, par exemple, voir qu'est-ce que ça donne pour le Sénégal. Donc, on peut monter sur un petit, oui, ou descendre ou monter simplement dans la boîte pour la recherche. Voilà, on peut descendre. Un peu plus haut. Ou un autre pays, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc, après, on peut cliquer par exemple sur General Information pour ouvrir ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez voir qu'il y a effectivement toute une sélection de données. Vous pouvez aussi cliquer par exemple sur les indicateurs économiques. Et vous pouvez voir, il y a donc des séries temporelles et qui vous donne plusieurs données concernant ce pays. Donc, on peut faire des tables assez rapidement, avoir des informations assez rapidement. Donc, on peut maintenant revenir en arrière, en fait. Et disons, ce qui est intéressant dans cette base de données, c'est que aussi, elle est mise à jour. Vous pouvez voir par exemple les updates régulièrement, donc beaucoup plus à jour que les annuaires statistiques et les autres publications physiques des Nations Unies, parce que donc, ça étant une base de données, elle recense tout ce qui arrive plus récemment. On ne doit pas attendre le moment de la publication. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si ça fait partie d'un projet qui a été lancé en 2005, qui s'appelait les statistiques communs, et qui voulait souligner justement le rôle de la statistique dans la prise des décisions basées sur des faits, et aussi comme façon pour soutenir les offices, les bureaux statistiques nationaux. Vu que nous sommes sur cette page, peut-être nous pouvons regarder rapidement la base UN Comtrade qui, voilà, elle a plutôt, ça c'est les SDG, non? Tout à droite, le UN Comtrade, si elle veut bien s'ouvrir. Donc, cette base, c'est vraiment la plateforme la plus importante qui est dédiée au commerce global, qui inclut des données mensuelles et annuelles. Et apparemment, les données devraient être disponibles à partir de 1962 et elles devraient inclure des données pour 200 pays du monde, donc quelque chose comme le 99% du commerce mondial. Et elle inclut plus d'1 milliard de données relatives au commerce.
Il y a aussi donc des statistiques détaillées par produit et par pays partenaire et permet une grande variété de visualisations. Cette statistique était dans le temps une base payante, maintenant elle est devenue gratuite. Et il y a aussi la possibilité de se créer gratuitement un compte individuel pour avoir plus de fonctionnalités. Par contre, si on veut télécharger en vrac beaucoup de données, il faut prendre un abonnement payant. Mais peut-être ça, ce n'est pas le cas. Donc voilà, simplement nous pouvons revenir à la présentation. Parfait. Donc on peut avancer sur cette slide, aussi sur la prochaine. Et voilà, il y a encore la troisième base de données. Donc, c'est cette base qui s'appelle UN Data Commons for the SDGs. Donc, c'est un outil de recherche et de visualisation des progrès qui ont été accomplis vers la réalisation en 2030 des 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies en 2015. Et donc, elle permet de faire plusieurs recherches par objectif, par pays ou région géographique. Et les données sont disponibles donc à partir de 2015 et sont basées sur les rapports annuels sur les objectifs de développement durable. Donc on peut maintenant passer à la prochaine slide. Et là, nous allons parler d'autres ressources statistiques en ligne donc, qui existent dans le système des Nations Unies, particulièrement celle de la CNUSED, de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et après ceux de la Commission économique pour l'Europe. On peut passer donc pour la prochaine slide. Donc, cette conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, elle a été créée en 1964. C'est un organe de l'Assemblée générale, mais en même temps, c'est aussi une organisation intergouvernementale permanente qui a sa propre conférence ministérielle et qui a ses propres membres. Donc, en fait, ils ont plus de membres que les Nations Unies elles-mêmes, parce qu'ils ont 195 membres et l'ONU n'a que 193. Et c'est une organisation très intéressante, j'imagine, pour vous, parce que dès le début, elle s'est occupée particulièrement d'aider les pays en développement à s'intégrer à l'économie mondiale. Et en focalisant cette intégration à travers les outils du commerce et de l'investissement. Et bien sûr, elle a été très, très active dans le domaine de la statistique avec sa propre collecte de données. Donc, ce qui a produit toute une série de publications et d'outils. Et en particulier, donc, je vais vous présenter un petit peu l'annuaire des statistiques des Nations Unies, de la CNUSED, sur la prochaine page. Donc, cette publication, elle existe depuis 1969. Il s'appelle en français le Manuel de statistique de la CNUSED, mais ce titre en français a disparu depuis 2017. Et c'est un outil très, très intéressant parce qu'il vous fournit des données et des statistiques pour l'analyse des tendances du commerce international, des investissements, du transport maritime. En fait, les Nations Unies, la CNUSED se focalise beaucoup sur le transport maritime et du développement économique en général. Alors, vous le trouverez en ligne à partir de 2019. De publications. Il y en a aussi une version interactive pour l'édition la plus récente, c'est 2022. Et il faut savoir que le site de la CNUSED, comme c'est souvent le cas des sites des Nations Unies, ce sont des sites assez, je dirais, dynamiques. Ils ne sont pas pensés pour être vraiment des repositoires des documents de longue durée. Donc, on a vu, par exemple, pour la commission statistique et la division des statistiques, qu'il y a quand même des documents historiques qui ont été numérisés et mis en ligne, mais d'autres organisations se focalisent plutôt sur les activités les plus récentes. C'est un peu le cas aussi de
du site de la CNUSED qui a été refait totalement récemment et qui semble vraiment mettre l'accent sur disons, les dernières années, pas tellement sur le travail historique. C'est pour ça donc qu'il y a, on peut faire mentionner un petit peu ici le rôle important dans la préservation et l'accès aux documents plus historiques des organisations du système des Nations Unies, qui est vraiment l'activité un peu des bibliothèques et des archives. Parce que, par exemple, notre bibliothèque ici à Genève, comme celle de New York, nous sommes dépositaires des publications des Nations Unies, en particulier celles qui sont produites à Genève. Et donc, nous avons sauvegardé aussi les éditions précédentes en format électronique. Nous avons un petit repositoire en ligne et il est possible de trouver des éditions précédentes dans notre catalogue Global Search où il y a une partie qui s'appelle UN Resources et vous pouvez chercher ce qui est disponible. Donc voilà, je voudrais maintenant juste toucher un mot sur la base de statistiques, le UNCTAD-Stat. Qui est aussi très intéressant, j'imagine, pour vous, parce que c'est vraiment une plateforme de dissémination gratuite des données statistiques de la CNUSED, donc de leurs propres données statistiques. Et c'est assez apparemment simple d'utilisation et permet donc de creuser des indicateurs aussi qui appartiennent à des séries différentes sur des thèmes différents. Et il met vraiment un focus sur les besoins des pays en développement avec l'agrégation, par exemple, de certains index très particuliers. Par exemple, l'avantage comparatif révélé qui mesure la force concurrentielle des exportations d'un pays ou l'indice des capacités productives qui aide les pays en développement à mieux comprendre où est leur force et comment on peut s'améliorer. Et le but, c'est d'avoir des données qui soient claires et dans un environnement harmonisé, ce qui facilite la comparaison. Après, donc sur la prochaine slide, vous verrez aussi un petit rappel des principales publications de la CNUSED, donc il y a le rapport sur le commerce et le développement, vu qu'ils font beaucoup cette relation, le rapport sur le développement économique en Afrique, le rapport sur les pays les moins avancés et le rapport sur les produits de base et le développement. Et là, c'est vrai, si vous cliquez sur le lien, vous pourrez voir tout ce qui est disponible en ligne, mais plutôt, par exemple, en anglais. Là, les séries en anglais sont beaucoup plus complètes que celles en français. Nous pouvons maintenant parler un petit peu d'une commission régionale des Nations Unies qui produit aussi pas mal de statistiques. C'est la Commission économique pour l'Afrique qui a été créée en 1958 où à l'époque il n'y avait que 10 pays indépendants. Maintenant les membres sont 54 et elle couvre avec ses activités tout le continent parce qu'elle a 5 bureaux régionaux. Donc, cette commission a été historiquement très importante parce que c'était en fait une sorte de premier forum où les Africains ont pu parler entre Africains des problèmes de leur continent. Au début, elle s'est focalisée sur les questions de décolonisation. Cela a après été passé à l'Organisation de l'Unité africaine qui a été créée en 1963. Et elle s'est plutôt concentrée sur faire des réflexions critiques sur le thème du développement. Dans des années plus récentes, elle s'est plutôt focalisée sur quelles réformes seraient nécessaires pour les pays africains pour améliorer leurs économies et pour progresser. Donc, on peut imaginer que la collecte statistique est aussi une partie intégrante des activités de cette commission régionale. Et voilà, eux, ils ont publié aussi vraiment un annuaire statistique pour l'Afrique qui est publié depuis 1974 et il est disponible en ligne sur leur site
depuis 2006 jusqu'à 2018. Mais il y a une version un peu qui se superpose. Il y a un autre site qui se superpose avec celui-là de la Commission, et c'est le site de la Banque africaine de développement qui propose des séries plus étendues de cet annuaire jusqu'à la dernière édition. Et c'est le site de la Banque africaine de développement, parce que depuis 2019, cet annuaire est l'effort conjoint de la Commission régionale, de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine. Donc, le but aussi, toujours, qui est très fort pour l'ONU, c'est besoin de mettre en place un système commun de collecte des données socio-économiques. Donc, avoir des bases de données qui soient harmonisées pour renseigner sur les projets de développement en Afrique. Et finalement, donc, il y a aussi des bases de données qui appartiennent à la commission spécifique de la Commission économique. Donc, il y a le ICA Stats, qui est un portail d'entrée vers les données socio-économiques pour l'Afrique, qui devrait aussi englober les indicateurs de progrès vers les objectifs de développement durable. Alors, ça a l'air de marcher, vous pouvez l'essayer, mais vous verrez aussi qu'il y a certaines parties de ce site qui ne semblent pas fonctionner correctement, mais vous pouvez, donc je vous le signale, vous pouvez l'explorer. Pour le moment, disons, nous, donc à Genève, on est plutôt siège, si vous voulez, de la Commission économique pour l'Europe. Donc, je dois avouer que nous n'avons pas jusqu'à présent de très fortes relations avec la Commission économique pour l'Afrique. Mais ça devrait probablement changer très prochainement. Parce que nous avons un système, donc un catalogue et un outil de découverte de nos ressources qui englobe déjà, qui met ensemble les ressources de 4 bibliothèques du système onusien, et notamment donc nous avons avec nous déjà la Commission économique pour l'Asie et le Pacifique et la Commission pour l'Amérique latine. Et probablement, donc absolument, à partir de 2024, aussi la Commission économique va nous rejoindre. Donc, nous aurons peut-être mieux les connaître et connaîtrons mieux leurs activités. Donc, pour le moment, je vous propose de regarder la base ici Stats. Et après, il y a aussi le Knowledge Gateway, qui est aussi intéressant, qu'ils ont créé, où vous trouverez 9 portails thématiques où il peut y avoir des données très récentes, mais vraiment sur la transformation de l'Afrique maintenant. Donc, en particulier, par exemple, j'ai découvert qu'il existe un index de développement social de l'Afrique. Et on peut maintenant, donc on a un petit peu exploré toutes ces ressources en ligne, et on peut maintenant jeter un petit peu un coup d'œil à une ressource que nous avons créée ici à Genève. Il s'agit donc des guides de recherche. Nous, les bibliothécaires de Genève, en tant que bibliothécaires onusiens, nous avons créé sur notre site toute une série de ressources thématiques qui servent pour faciliter l'accès, la recherche à tout ce qui est disponible, soit à la bibliothèque, soit aux archives, sur des données, des thèmes qui sont d'intérêt pour les Nations Unies. Donc, il s'agit de guides qui contiennent des liens vers des ressources qui ont été donc sélectionnées par les bibliothécaires et les archivistes. Souvent, nous travaillons avec aussi des spécialistes du domaine, notamment dans le domaine nous avons pas mal de guides de recherche sur le désarmement, et nous avons travaillé avec des spécialistes dans ce domaine. On met bien sûr le focus sur les ressources que nous avons ici, mais nous essayons le plus possible aussi de collecter des ressources qui soient en libre accès sur l'Internet, de façon que tout le monde puisse y avoir accès. Et si le collègue gentiment veut cliquer sur la liste complète des guides, qui est donc le premier lien, les libraryresources.unoc.ch. Donc, ici, vous pouvez voir un peu une vision d'ensemble. Vous pouvez découvrir les sujets sur lesquels nous avons travaillé. Si vous pouvez descendre avec l'ascenseur. Voilà, très bien. Donc,
vous pouvez voir pour chaque sujet donc les sujets que nous couvrons tout d'abord et les bases qui sont associées à ça. Et vous pouvez voir aussi, donc dans la deuxième colonne à droite, une base qui s'appelle les statistics. Je ne sais pas si vous la voyez, donc oui, un peu plus haut, un petit peu plus haut, un peu plus bas. Non, au centre, la deuxième colonne. Voilà, Refugees, Social Affairs, Statistics. Voilà, c'est là. Voilà, on peut cliquer. Et donc là, c'est une sorte de compendium où vous allez retrouver donc, ce dont nous avons parlé dans un seul endroit au lieu d'aller chercher un peu partout. Vous pouvez trouver donc ce dont on a parlé, les UN Resources. Après, à droite, vous voyez, pardon, à gauche, vous voyez sous le UN Resources, c'est marqué Statistical Tools. Oui, vous pouvez cliquer. Donc là, vous trouverez énormément, c'est surtout le thème de la méthodologie qui vous intéresse, vous trouverez énormément de ressources dans ce domaine et de manuels de statistiques, donc pour les concepts, pour la définition. Si vous descendez toujours dans la colonne de gauche, où il dit by region, country, donc vous pouvez voir par exemple pour l'Afrique, quelles ressources elles ont été sélectionnées. Donc les Regional Statistics Sources, vous avez aussi les liens vers les offices, les bureaux de statistiques nationaux. Et vous pouvez aussi regarder par exemple par thème, ce qui, toujours dans la colonne, voilà, les thèmes qui ont été choisis et pour chaque thème, quelles ressources sont disponibles. Il y a aussi donc des parties sur la visualisation des données et après sur le nouveau concept des big data. Alors, il y a quelquefois peut-être des choses qui ne sont pas des liens qui ne marchent pas, mais ça, on va les régler et si vous en trouvez, vous pouvez aussi les signaler. Donc voilà, ça c'est un peu, disons, quelque chose de global que vous pouvez explorer et où vous retrouvez la plupart des choses dont je vous ai parlé avec l'accès direct. Donc, merci beaucoup. Et je vais, le collègue peut gentiment revenir à la présentation. Donc, merci de votre attention. J'espère que cela a été utile et instructif. Donc, bien sûr, ce sont des pistes de recherche que vous pouvez explorer. Et donc, je vous mets ici donc, pour nous contacter. Il y a donc ce formulaire en ligne, en ligne où il y a les deux parties. Vous pouvez demander les bibliothécaires si c'est plutôt les côtés documents officiels et publications qui vous intéressent ou les archivistes. Ask a librarian and ask an archivist. Mais de toute façon, on est en contact. Si vous n'êtes pas sûr, on peut se passer les demandes, des questions d'une section à l'autre de la bibliothèque. Et donc voilà, je vous remercie et je m'arrête. Oui, il n'y a plus de... Super. Donc, alors peut-être intéressé à des titres divers, hein, parce que c'est pas, on ne va pas manger toutes les statistiques, hein, évidemment, que vous fabriquez, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est votre disponibilité, parce qu'à plusieurs reprises, chacun des intervenants a dit « Vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas, si jamais vous voyez quelque chose avec erreur 404 ou quoi. » Vraiment, et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à contacter, et ce qui permettra aussi de demander, peut-être d'obtenir d'autres numérisations, que nous en avons déjà parlé aussi, hein, en disant si jamais cette publication vous intéresse, à ce moment-là, voilà, c'est quand même une grande chance, hein, de pouvoir assister à ce type de présentation parce que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, alors ça va être en ligne
Merci Babacar, c'est enregistré. Merci à vous. Et puis voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions peut-être très rapides parce que le temps passe. Hein. Normalement, on est arrivé au terme de nos premières journées. Juste une question. Au niveau des archives de la SDN, en 1930, il y a eu la conférence internationale du travail qui a été précédée par une série d'enquêtes sur la question de l'esclavage dans les territoires. J'ai essayé de me connecter pour voir la possibilité de retrouver des rapports qui ont été faits pays par pays sur la question de l'esclavage. C'est cette série d'enquêtes qui a abouti à la tenue en 1930 sur la question du travail forcé dans les colonies. Je voudrais savoir si cette source est toujours disponible. Merci. Oui, donc ces sources sont bien disponibles. Oui, alors je vais me permettre de faire une précision. C'est qu'il y a deux types de conventions qui ont été négociées pendant l'entre-deux-guerres. Il y a la convention sur le travail forcé qui a été suivie par l'OIT, le BIT, donc le Bureau international du travail. Et il y a la convention relative à l'esclavage qui est de 1926, qui en revanche est une convention qui a été adoptée sous les auspices des Nations Unies. Pardon, de la Société des Nations, excusez-moi. Donc, en fait, vous trouverez les documents préparatoires de la Convention de 1926 dans les archives de la Société des Nations. Ensuite, il y a aussi beaucoup de documents qui concernent l'application de cette convention, le suivi de cette convention. Il y a aussi des documents que vous allez trouver sur l'esclavage concernant des pays particuliers, en particulier, par exemple concernant l'Abyssinie pendant la période de l'entre-deux-guerres. Donc en fait, vous allez retrouver cette question de l'esclavage essentiellement dans les questions sociales en fait. Mais là encore, n'hésitez pas à contacter Jacques si vous avez des problèmes. Vraiment, la question à tenir en compte, c'est que on a considéré que le travail forcé rentrait dans le domaine d'activité du BIT, de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, l'esclavage proprement dit. D'ailleurs, la Convention de 1926, c'est la première définition d'esclavage qui a été approuvée au niveau international. C'est vraiment le premier instrument multilatéral au niveau mondial pour lutter contre l'esclavage. Et là, vous trouverez donc tout ce qui concerne cette convention dans les archives de la SDN. J'espère avoir répondu à votre question. Journée en remerciant vraiment ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel, parce que je crois que tout le monde a été très, très rigoureux sur le temps. Enfin bon, à un moment, il fallait vraiment pas dépasser. Je crois qu'on est arrivé. Donc merci à vous. Et puis je vous dis à demain, à 9h. Les même place, même endroit, et puis même accueil sans doute, chaleureux, ça je pense que la barre est très haute, mais demain à mon avis ça ne changera pas, on sera encore ravis, et voilà. Donc écoutez, bonne soirée, merci à Genève, vous avez vraiment joué du sport, merci beaucoup.